Monsieur le Président de la Confédération suisse, Monsieur le Vice-ministre, Monsieur le Conseiller d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Monsieur l'ancien Président de la Confédération, Messieurs les anciens conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités cantonales et communales, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers invités, chers amis. C'est pour moi un très grand privilège de pouvoir accueillir ce soir le Président de la Confédération qui va nous parler d'une thématique terriblement actuelle. Tellement actuelle que ce matin même était publié un article dans la revue Science, le 9 mars 2018. Monsieur le Président, vous anticipez la science. Un article dans la revue Science qui mettait en évidence que les vraies nouvelles mettent 6 fois plus de temps que les fausses nouvelles à atteindre 1500 personnes. C'est dire effectivement si la thématique des fake news est une thématique excessivement importante, une thématique qui nécessite de la recherche, une recherche qui est accomplie en particulier dans les universités. À l'Université de Genève, on va ouvrir très prochainement une chaire sur la thématique émotion et négociation, une thématique qui sera évidemment aussi au centre de la question des fake news. C'est aussi une thématique dans laquelle, évidemment, les réponses doivent être associées à l'éducation, à la formation, sans doute les meilleurs remparts pour empêcher les fake news de se diffuser aussi vite et surtout contredire et contrecarrer cette évolution. C'est la raison pour laquelle, en particulier, nous avons, au niveau de l'Université de Genève, depuis quelques années, avec les universités de Lausanne et de Neuchâtel, lancé une initiative qui s'appelle Avis d'experts. Avis d'experts qui permet effectivement de placer sur la toile, en collaboration avec la RTS, de pouvoir mettre en évidence effectivement l'ensemble des expertises qui existent dans nos universités et qui permettent de donner des informations vraies, évidemment, vous l'avez compris, aux citoyens qui ont besoin effectivement de ces informations pour développer leurs opinions et voter dans un système démocratique tel que le nôtre. C'est une initiative qui existe maintenant depuis de nombreuses années, qui va s'étendre à l'espace francophone, au Canada, et également à la Belgique, avec les universités de Montréal et l'Université libre de Bruxelles. Et puis peut-être une dernière référence à des initiatives que nous avons prises au niveau d'Arc Lémanique, une initiative qui s'appelle l'Initiative for Media Innovation, une initiative qui va être mise sur pied très prochainement avec l'EPFL, avec l'Université de Lausanne, de Neuchâtel et de Genève à nouveau, pour pouvoir effectivement, dans ce domaine des médias, aussi apporter l'innovation qui est indispensable et nécessaire pour pouvoir lutter contre ces fake news. J'aimerais remercier en particulier le club diplomatique et Forhouse qui ont collaboré avec nous pour mettre en place cet événement exceptionnel. Et sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Raymond Lereton, le président du club diplomatique. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup, cher Yves Flukiger. Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Vice-ministre, Monsieur l'ancien Premier ministre, Monsieur le Conseiller d'État, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, merci à Yves d'avoir fait les présentations. Aussi au nom du Club diplomatique, Monsieur le Président, merci d'être là à cette conférence co-organisée par l'Université et le Forum de politique étrangère Forhouse. Nous sommes très heureux de votre présence. Le Club diplomatique de Genève s'est donné pour mission de véritablement décloisonner et de rassembler les communautés diplomatiques, politiques, économiques, académiques et culturelles autour des enjeux de la Genève internationale et de renforcer ainsi l'impact de Genève et de renforcer le dialogue aussi avec la population et avec la jeunesse. Donc nous sommes très honorés et reconnaissants du soutien officiel que nous apporte, outre le canton, la ville et l'Office des Nations à Genève, que nous apporte aussi la Confédération de manière très efficace. Et votre présence aujourd'hui en est le meilleur des témoignages. Yves Flukiger l'a dit, vous avez choisi un thème très chaud aujourd'hui, et en vous connaissant un peu, cela ne m'étonne pas du tout, je vous en sais gré d'ailleurs. À croire le quotidien Le Temps qui a un peu préparé votre arrivée aujourd'hui,
qui titrait en première page « Pourquoi les fake news se propagent si vite ?» en constatant scientifiquement que le mensonge se diffuse plus rapidement que la vérité. En fait, c'est rien de neuf. Si vous avez lu Sun Tzu et Machiavel, fake news et désinformation font partie de l'art de la guerre et de l'art de la politique, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça prend un tournant plus important, plus médiatique, également en Suisse, mais surtout dans d'autres pays, pas directement nos voisins, mais par exemple dans notre République sœur. C'est un véritable phénomène et nous réjouissons d'entendre votre analyse, Monsieur le Président. Comme nous nous réjouissons aussi de la discussion qui s'ensuivra avec Monsieur le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et le professeur Katachin du département de sociologie de l'Université de Genève. Ce débat sera animé par Esther Mamabashi, notre star de la radio-télévision suisse, et comme magazine a affectueusement qualifié l'autorité au féminin. Cela promet. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Conseiller d'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Club diplomatique, Monsieur le recteur de l'Université de Genève, Mesdames et Messieurs, récemment, la durée moyenne d'attention d'un auditoire a encore chuté de 12 secondes. Elle est passée à 8 secondes. Merci de votre attention et bonne soirée. Et ça n'est pas une fake news. Non, sérieusement, imaginez ou figurez-vous plutôt que des chercheurs canadiens ont en effet découvert qu'à l'ère des smartphones, l'homme a une capacité de concentration inférieure à celle du poisson rouge. Et oui, mesdames et messieurs, cette triste actualité a sans doute aidé la fake news, comme on l'appelle, à faire son lit, si ce n'est pas l'inverse. Mais de fait, la désinformation, la rumeur, la demi-vérité ont toujours existé. Ça n'est pas un phénomène nouveau. Et donc la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau, si ça n'est pas le phénomène en tant que tel. Et je suis très heureux d'avoir l'occasion ce soir d'échanger quelques réflexions à ce sujet avec vous avant le débat qui va suivre. Et ma première thèse dans ce domaine-là, c'est que une des raisons de tout cela, c'est l'évolution technologique. Non, la désinformation, la rumeur, la demi-vérité, ça n'est rien de nouveau. Par contre, on les véhicule d'une manière totalement nouvelle. C'est la digitalisation, c'est la technologie, ce sont les smartphones. On peut parler des réseaux sociaux, on peut parler de Facebook ou d'autres, on peut parler des SMS, des messages que l'on peut s'envoyer très simplement, très rapidement, qui nous atteignent immédiatement. C'est un phénomène tout à fait nouveau, induit par la technologie. Le deuxième élément, c'est que la même évolution technologique générale a conduit à mettre sous pression les médias traditionnels. Et d'ailleurs, souvent, ils ont fait des erreurs, parfois des erreurs assez grossières même. Si on pense par exemple au fait que ce sont souvent les grands groupes de presse écrite qui ont eux-mêmes lancé des journaux gratuits, donnant par là l'impression que l'information ne valait rien, pouvait être développée très facilement et qu'on devait pouvoir y avoir accès gratuitement. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils ont été confrontés, et c'est ce qui les a mis sous pression, à une évolution technologique qui a fait émerger de manière encore beaucoup plus forte les médias qui existaient déjà, la télévision, la radio, les médias en ligne, mais qui ont bénéficié d'une poussée très très forte technologique et de gros avantages pour se développer. Et le troisième point, c'est que cette évolution technologique, elle ne met pas seulement les médias sous pression, elle ne change pas seulement notre moyen, notre manière de communiquer, mais cette évolution technologique, elle induit une insécurité dans la population pour les gens. Oui, le changement technologique rapide a des conséquences sur le marché du travail. On parle d'une révolution qui peut détruire beaucoup d'emplois, peut-être en créer beaucoup d'autres. Et ce, à un rythme et à une vitesse qui n'a jamais été égalée pour une révolution technologique dans l'histoire.
Et donc nous avons, et c'est peut-être la première fois que cela arrive, dans une même génération, des personnes qui vont apprendre un métier, qui vont exercer ce métier, qui vont voir ce métier mis en cause par la technologie, ou voir peut-être de nouveaux métiers apparaître, et vont devoir s'adapter sur un espace de 20 ou de 25 ans. Et cet élément-là, naturellement, cette insécurité, est aussi probablement un des éléments qui explique peut-être ce nouveau lien, ce nouveau rôle, cette nouvelle approche, ce nouveau lien que nous avons avec l'information. Et la vitesse de développement de l'information fait qu'aujourd'hui, nous avons autant de producteurs d'informations qu'il y a de personnes présentes sur les réseaux sociaux. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, être un producteur global d'informations, c'était quelque chose d'extrêmement coûteux. Il fallait des investissements énormes pour pouvoir produire de l'information et la diffuser. Aujourd'hui, chaque personne qui a un compte Facebook est un producteur global d'informations, et alors qu'à l'époque, nous avions des groupes qui produisaient l'information, qui investissaient beaucoup de moyens pour le faire, qui avaient une réflexion sur l'éthique, la déontologie. Aujourd'hui, vous avez aussi, pour une part importante, des comptes anonymes ou dont la source peut être douteuse ou non vérifiée ou non vérifiable, qui diffusent de l'information qui peut être globale. Et donc la première thèse que je voulais partager avec vous, c'est que tout cela n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est son moyen de diffusion et c'est l'incidence de la technologie. Alors certains, et peut-être un des éléments qui nous occupera tout à l'heure, je pense ici notamment à ce que l'on peut lire des débats qui ont lieu en Allemagne, en Espagne et en France, certains estiment que l'on pourra contrer cette menace des fausses informations, ce qui sur le plan démocratique pose naturellement pas mal de problèmes, par de nouvelles lois. Alors autant vous le dire tout de suite, comme ça on pourra ensuite mener le débat à ce sujet, je ne crois pas que ce soit comme ça que l'on puisse faire. Et ça m'a rappelé d'ailleurs même quelque chose d'assez ancien, le rappel peut-être qu'il est dangereux de vouloir fixer administrativement ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et le rappel ici de George Orwell, 1984, dans lequel il avait imaginé un ministère de la vérité ou de la propagande, avec les dérives naturellement que l'on sait et que l'on imagine. Quelle est donc, à mon sens, la bonne réponse à cela, si ce n'est pas la législation, la régulation ou une nouvelle loi? Eh bien, c'est probablement la formation. C'est probablement la formation, c'est la manière de se confronter à de l'information, de toujours rechercher à savoir qui est l'émetteur de cette information et d'avoir une certaine distance avec cette information. C'est d'autant plus difficile dans un monde où tout va très vite, dans un monde où l'on peut avoir un peu tendance à gérer de l'information comme individu, un peu comme un trader fou le ferait en achetant et en vendant des positions plusieurs fois par heure. Et donc, il nous faut, j'allais dire, une nouvelle culture du débat, une nouvelle culture de l'approche que l'on peut avoir à l'égard de l'information, un sens critique aiguisé, et évidemment aussi, c'est l'incidence, une presse de qualité. Une presse de qualité, une information de qualité. On ne va pas refaire le débat qui s'est conclu fort heureusement par un résultat très net dimanche passé dans notre pays. Très intéressant de savoir que ça ne concerne pas que la Suisse. Ça ne concerne pas que la Suisse. Ce débat existe dans de nombreux pays et je vous rappelle ici qu'avec notre démocratie directe, nous sommes, ça peut être notre bonheur ou notre malheur, mais très très souvent, très tôt, dans la manière de cristalliser dans le débat public de nouvelles réflexions. Et donc très heureux de ce débat et surtout de sa conclusion dimanche, mais ça doit nous rappeler que l'importance d'une presse de qualité est au cœur de la réflexion dans un État démocratique et dans une démocratie directe. Nous avons besoin de médias forts, de médias indépendants, d'un débat politique qui soit sain, qui soit transparent, pour, dans le fond, avoir toujours les institutions d'abord, les hommes et les femmes ensuite. C'est ça qui me paraît extrêmement important. Ce débat démocratique protège nos institutions. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de constater que dans toute la réflexion sur les fake news, c'est souvent aussi un affaiblissement des institutions qui en découle. Ce sont les institutions qui sont mises en cause. Et on doit se poser la question de savoir pour quel bénéfice ou pour le bénéfice de qui. Et je pense que dans une approche saine d'un État démocratique, on doit constater ou accepter, reconnaître et défendre que les institutions seront toujours plus fortes que les hommes et les femmes qui, pour un temps seulement, les incarnent.
La qualité du débat, et si la démocratie peut être même potentiellement en danger, eh c'est parce que nous avons des acteurs qui discréditent les médias, qui utilisent la désinformation comme arme de déstabilisation, si on peut le dire ainsi. Et ce qui fragilise la situation actuelle, c'est qu'il y a 3 évolutions qui se conjuguent et se renforcent mutuellement sur le plan politique. La crise des médias traditionnels, j'en ai parlé. Mais il y a aussi la fragmentation du débat politique, notamment avec Internet, ses multiplicateurs, le fait que le débat se passe souvent dans des chambres closes, dans des vases clos. Il est possible aujourd'hui plus facilement d'avoir un réseau de personnes qui pensent la même chose que vous dans le monde entier, mais de ne pas savoir ce que pense son voisin, qui ne fait pas partie du même réseau. Et le 3e élément, c'est une polarisation qui n'a cessé de croître, de prendre de l'ampleur sur le plan politique ces dernières années. Et encore une fois, que le débat politique soit vif, c'est très sain. Qu'il soit parfois même brutal, mais pourquoi pas, c'est très sain. Mais cela doit servir le débat d'idées et non pas la critique des institutions. Une critique des institutions qui soit constructive, évidemment, doit être toujours possible, mais l'affaiblissement institutionnel, l'affaiblissement des institutions, ça ne peut pas être quelque chose de souhaité et de recherché dans le cadre démocratique. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est peut-être une thèse complémentaire, c'est de rechercher une éthique de la discussion pour parler d'Habermas et des principes qu'il fixe dans ce cadre-là, pour le cristalliser dans notre pays. Cela veut dire se confronter à des questions complexes, cela veut dire accepter la complexité du monde, ne pas vouloir rendre les choses plus simples qu'elles ne le sont, accepter la complexité des situations, accepter de mener ce débat. Et dans un pays comme la Suisse, où nous avons tous les 3 mois une votation populaire, en général, naturellement, la qualité du débat, mais la qualité de l'information également sont absolument centraux. Et j'en ai pas parlé avec le Premier ministre tout à l'heure, mais il y avait un 2e objet qui était en vote dans notre pays dimanche dernier, qui était la décision populaire sur les impôts fédéraux. Avec un non, alors c'était un oui à ce projet, heureusement, mais avec un non, on aurait d'un jour à l'autre supprimé la TVA et supprimé les impôts directs au niveau national dans notre pays. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, une information de qualité est absolument centrale. Peut-être que pour approcher de la fin de mon intervention, vous dire qu'une de mes thèses, c'est de prétendre ici qu'une démocratie directe très développée, très appuyée, avec beaucoup de débats, est probablement l'une des clés, l'une des réponses à la désinformation et aux fausses informations qui circulent. Ça va aussi de pair avec notre rythme de débat. Nous parlons beaucoup et souvent de beaucoup de choses, mais les projets qui finissent en votation populaire et dans le débat public mettent souvent beaucoup de temps à mûrir. Et donc nous pouvons prendre l'ensemble de la population avec nous et mener ce débat. Et je crois que c'est un des avantages que nous avons, ce débat permanent, l'obligation de collaborer aussi sur le plan politique. Cela peut conduire à réduire la polarisation dans le débat public. C'est aussi un facteur important d'intégration. Et notre système politique, dans ce cadre-là, je pense que paradoxalement, il est très ancien. Je le disais tout à l'heure, on a une continuité gouvernementale depuis 1848. On fonctionne parfois de manière plus lente que des voisins que nous avons autour de nous. Mais paradoxalement, nous sommes peut-être en avance par rapport à cette Umgang, à cette gestion de l'information par les citoyennes et par les citoyens. Nous sommes en avance parce que, et ça m'a beaucoup frappé avec le débat sur nos bilingues, dans le fond, la démocratie directe, elle forme au débat démocratique et elle épuise le débat. Dans le cas du débat sur nos bilingues, c'était particulièrement frappant. Le débat, au départ, l'automne dernier, était peu structuré, peu clair, peu compréhensible. Il y avait beaucoup de place pour des impressions, des sentiments, beaucoup d'émotions. Et le recteur de l'université en a parlé. La gestion des émotions est centrale. Et plus le débat s'est développé, jusqu'à la fin de l'année passée, puis au début de cette année, on a eu un débat qui était de plus en plus appuyé, serein. Alors il est resté relativement brutal sur le contenu, et celles et ceux qui l'ont mené voient de quoi je veux parler, sur la forme, pardon, mais sur le contenu, de plus en plus posé. Et on est passé d'une situation dans laquelle on imaginait que l'initiative puisse l'emporter à une situation dans laquelle il est venu évident assez vite qu'elle n'avait aucune chance.
et que le résultat serait très clair. Et donc la démocratie directe, elle forme et elle épuise. Mais elle épuise dans le sens positif. Elle permet d'épuiser le débat, de faire le tour du débat. Et elle permet à la fin de prendre une décision qui soit fondée. Et pour conclure, eh bien, je crois que les démocraties modernes reposent sur 2 piliers. L'état de droit, la souveraineté du peuple, ça c'est une démocratie. Et nous devons, je crois, toujours rappeler qu'il est extrêmement important de défendre ces institutions, de défendre l'état de droit, évidemment en respectant la population, en soutenant des médias de qualité, la possibilité d'avoir un accès à de l'information de qualité, participer évidemment aux décisions, ce que nous pratiquons de manière très régulière en Suisse. Et je pense qu'à la fin, nous avons un système dans lequel le pouvoir est très partagé. Nous n'avons pas de concentration du pouvoir. Nous avons un pouvoir qui est très partagé. Déjà sur le plan fédéral, personne n'a le pouvoir seul dans les mains. L'exécutif, 7 membres. Il y a le fédéralisme, 26 cantons, avec des pouvoirs très importants. Il y a plus de 2500 communes dans notre pays, avec la capacité de lever des impôts, la capacité d'administrer la commune comme elle le souhaite. Cette large diffusion, dans le fond, répartition du pouvoir est probablement un gage d'équilibre, ne serait-ce qu'aussi pour la présidence tournante. Vous savez, moi je suis président de la Confédération depuis 2 mois, et au moment où on prend cette tâche, on sait déjà qu'on va la rendre peu après. C'est très bien, c'est très réparti, très équilibré, et cela veut dire que partager le pouvoir, c'est aussi partager les responsabilités. Et cela implique donc pour toutes et tous, jusqu'à chaque citoyenne et à chaque citoyen, une culture de la responsabilité, une éthique de la responsabilité. Et je pense que notre système politique, très participatif, est dans le fond, avec cela, l'une des meilleures réponses à la diffusion poussée par la technologie des fausses informations et des fake news. La démocratie directe, telle que nous la connaissons, et c'est peut-être ma dernière thèse pour ce soir, c'est dans le fond la réponse à cette situation que nous voyons se développer. Et je pense que c'est avec la démocratie directe et en la renforçant que l'on peut répondre le mieux à ces phénomènes, non pas en faisant une nouvelle loi, mais en étant bien conscient que cette démocratie directe telle que nous la connaissons, elle n'est pas exportable. En tout cas, pas facilement. En tout cas, pas facilement. Elle dépend naturellement d'une culture politique et d'une histoire politique longue que nous avons. Et nous devrions, je crois, bien nous garder de penser que nous avons la clé et puis qu'elle vaut aussi pour les autres. Nous n'avons jamais été un peuple colonisateur et nous ne devrions pas non plus le devenir avec la démocratie directe. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'invite maintenant les 2 autres invités, Jean-Marc Ayrault et Sandro Catacchin, à nous rejoindre. Monsieur Berset, voilà, pour une vingtaine de minutes de débat, ça va aller très vite. Après, on va passer à la salle et vous pourrez poser quelques questions, même si le temps imparti sera relativement court. Jean-Marc Ayrault, je rappelle bien sûr que vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Sandro Catacchin, vous êtes professeur de sociologie. Alain Berset, on sait tous bien sûr qui vous êtes. Alors je vais revenir sur un des points en fait que vous avez soulevé dans votre discours, Monsieur Berset. Vous disiez, dans le fond, pour lutter contre les fake news, peut-être qu'il ne faut pas forcément de projet de loi, mais peut-être que la façon la plus efficace de lutter contre les fake news, c'est l'éducation, c'est l'information. On est ici au cœur de l'université, donc j'aimerais bien revenir aussi sur ce sujet. Et en vous passant la parole à vous, Jean-Marc Ayrault, on sait qu'en France, il y a un projet de loi qui se prépare, notamment par le président Macron. On sait aussi qu'en Allemagne, il y a une loi, en fait, qui a déjà été adoptée au début de cette année. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir lutter contre les fake news, les cadrer avec une législation ? Ça marche, ce micro, là ? Ça marche, je crois. Bon. Écoutez, merci d'abord pour votre invitation. Et je trouve l'université ici de Genève. C'est un sujet passionnant. Vous avez abordé, je crois, vraiment les choses comme
Moi, je l'attendais, c'est-à-dire vous avez posé la question démocratique, du fonctionnement de la démocratie. Et alors, je reviens à votre question. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut une loi? Moi, je suis assez sceptique, je ne vous cache pas. D'abord, il existe déjà en France une loi qui a été enrichie au fil du temps, qui est la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Donc, il fixe un cadre qui, à la fois, préserve la liberté de la presse, des journalistes, mais fixe un certain nombre de règles et qui donne aux citoyens des droits et qui peut porter et se défendre devant les juridictions lorsqu'il y a une mise en cause, une malveillance, des fausses informations, des mensonges, de la diffamation. La presse peut être aussi mise en cause si elle déroge à des comportements, par exemple quand elle se dérive sur des propos racistes, des écrits racistes. Donc il y a déjà un cadre législatif. Et là, c'est sur la question des fausses nouvelles. Bon, vous avez rappelé à juste titre que ça ne date pas d'aujourd'hui. Des fausses nouvelles, des mensonges, ça a toujours existé. Il y a même des mensonges d'État. Quand le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain va au Conseil de sécurité et sort une petite fiole en disant « j'ai la preuve qu'il y a des armes de destruction massive en Irak pour justifier une intervention militaire en Irak », là c'est une fake news d'État. Donc moi ce que je crois, c'est qu'il faut que les démocraties se protègent, mais elles ne peuvent pas se protéger uniquement par des lois. Elles doivent se protéger par le bon fonctionnement de la démocratie. Et ce qui me frappe, si je répète, je suis sceptique sur une loi de plus, puis je ne sais pas si l'État a la capacité de définir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, est-ce que c'est son rôle? Il faut quand même être méfiant. C'est pour ça que j'ai fait cette petite allusion historique à la guerre en Irak. Et puis on pourrait citer d'autres exemples. Je pense qu'il faut que si les démocraties doivent se protéger, elles doivent aussi accepter de regarder ce qui ne va pas dans le fonctionnement démocratique. Parce qu'il y a une chose qui me frappe avec le développement des capacités à transmettre l'information, donc vous l'avez très bien décrit, la révolution technologique, Internet et tous les réseaux sociaux, c'est que la fake news non seulement se diffuse très rapidement, mais que dans l'attention, j'ai l'impression que la fake news a plus de succès que la vraie information. C'est là que j'aurais tendance à solliciter les travaux universitaires pour vérifier si ce que je dis là est vraiment exact. Mais ça serait intéressant, si c'est le cas, si c'est vérifié que les fake news ont plus de succès, pourquoi ils ont plus de succès? Est-ce que c'est un symptôme d'une crise de confiance démocratique? Est-ce que c'est le symptôme d'une méfiance presque viscérale qui s'est développée dans nos sociétés à l'égard de la parole des journalistes notamment? Moi, je suis extrêmement frappé dans le comportement d'une partie des citoyens qui soutiennent les forces populistes, les mouvements nationalistes. C'est que très souvent, ils s'en prennent à la presse, ils s'en prennent aux responsables politiques, en utilisant parfois l'insulte, le mensonge, mais ils s'empressent. Je me souviens d'avoir vu en Allemagne, par exemple, les violences des propos utilisés contre les journalistes traités de Lügner. Vous êtes des menteurs, vous n'arrêtez pas vous voulez manipuler, vous voulez nous dire une vérité qui n'est pas la vérité, et donc vous êtes des menteurs. Donc, ce qui fait que ce doute et cette colère aussi qui s'exprime donne plus de chance aux fake news, et ça donc doit nous interpeller, et ça ne peut pas être réglé que par une loi. Alors précisément, à côté de vous, Sandro Catacchin, vous connaissez très bien ces mouvements aussi dits populistes, ces mouvements extrémistes qui peuvent aussi surfer sur ces fake news. Qu'est-ce que vous répondez à M. Hérault? Un problème évidemment comme sociologue ici est d'être critique à l'égard des fake news parce que c'est nous qui avons commencé à les mettre au monde. C'était une recherche de Edgar Morin sur la traite des Blanches. C'est une jolie démonstration. Voilà, la rumeur d'Orléans, c'est une démonstration du fake news et comme il est facile à influencer les gens. Ensuite, Foucault, évidemment, années 70, la mise en cause complètement du savoir, le pouvoir du savoir. Et là, c'est l'intérêt que nous avons du coup, est de voir comment ce pouvoir du savoir est devenu un pouvoir populaire grâce aux médias, en fait, et grâce à la reprise du pouvoir par la population. Nous avons fêté dans les années 90 l'arrivée de Internet et des médias sociaux plus tard parce que c'était la possibilité finalement de parler, discuter et de dire aux institutions « vous avez tort » et de dire au savoir « vous avez tort ».
On pourrait s'imaginer donc du coup que ce passage qu'on est en train de vivre, que cette situation qu'on est en train de vivre, c'est plutôt un passage. C'est-à-dire le fake news, c'est des politiciens en grande partie qui apprennent à utiliser d'une manière stratégique les médias sociaux. Mais en fin de compte, ce qu'on voit aussi est qu'actuellement, on a une réaction très forte de la part de la population. Et la réaction serait erronée de dire que c'est les institutions, les lois qui doivent réagir aujourd'hui. Mais probablement, c'est cette même population qui se sent effectivement confrontée avec une insécurité totale à l'égard des informations, qui doit réinventer, et là je serai très près de ce qu'a dit Alain Berset, une culture de communication, une nouvelle manière de communiquer, d'intervenir beaucoup plus vite dans les médias sociaux. On a plein d'exemples que ça se passe déjà. Reddit, c'est très contrôlé, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Le Darknet, on le peut dire ici, il y a beaucoup plus de contrôle que dans le net ouvert. Donc on a une réaction actuellement populaire qui montrerait en fait qu'on est dans un passage où nous tous, universitaires en particulier, doit nous mettre en discussion en disant le savoir, il ne nous appartient plus. Dans la recherche, c'est clair, aujourd'hui, la tendance est co-construction du savoir. Donc, on va vers la population, mais ça nécessite, et là, on est de nouveau très près de ce qu'on vient d'entendre, une éducation à la co-construction, une éducation civile et démocratique de la population. Alain Berset, je vais vous demander de prendre votre micro. Vous êtes aussi ministre de la Culture. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme ministre de la Culture, précisément, pour stimuler, pour mieux diffuser cette culture de l'information auprès de la population? Vous disiez que vous ne vouliez pas de loi, mais qu'est-ce que, dans le fond, vous pouvez faire comme président et ministre de la Culture? Bon, tout d'abord, je crois que une partie de la réponse est de garantir une presse diversifiée, indépendante et forte, et qui travaille avec des principes dans lesquels on puisse faire la différence entre le fait et le commentaire. Et j'ai beaucoup observé ces dernières années qu'il est souvent de plus en plus difficile de faire la différence entre le fait et le commentaire. C'est aussi une question pas à la RTS, pas à la RTS. Je parle parler de la RTS. Non, ça m'a beaucoup frappé, notamment dans la presse alémanique, pour tout vous dire. Je le dis pas parce que je suis à Genève. Ni à la tribune de Genève, d'ailleurs. Non, mais ça m'a beaucoup frappé. Je pense que c'est un des problèmes. Et c'est quelque chose qu'on doit aussi comprendre. Les médias traditionnels sont sous une telle pression. Ils se battent pour leur survie. Et ils vont peut-être disparaître. Les grands groupes de presse, tels que nous les connaissons dans notre pays, sont peut-être en train de disparaître. Alors ça pose un immense problème sur le plan démocratique, parce qu'on a un affaiblissement dans le fond, de la variété d'informations et d'opinions aussi qui peuvent parvenir et contribuer au débat public. Mais c'est évidemment pas seulement un problème pour la démocratie, c'est aussi un problème pour ces groupes eux-mêmes, qui se battent pour leur survie. Et quand on se bat pour sa survie, on respecte peut-être plus exactement les mêmes principes qu'auparavant. Et cette pression financière, cette pression économique conduit peut-être à devoir faire plus de choses plus vite, moins vérifier les sources, que sais-je, ça peut conduire à un affaiblissement de la qualité de l'information. Donc la première chose, c'est de garantir une information diverse et de qualité, c'est de peut-être soutenir, là où c'est possible, la transition du papier vers le digital ou vers le numérique, ce que les journaux en Suisse ont fait, mais relativement tard. Ils ont commencé relativement tard, pendant trop tard, à faire ce pas, et c'est certainement aussi dans l'éducation. Et là, je n'aimerais pas parler comme ministre de la Culture, mais plutôt comme responsable de la politique sociale. Nous avons un programme sur le plan fédéral qui s'appelle Jeunes et Médias. Je crois que c'est ça la clé, ça devrait être la clé. C'est de soutenir, notamment dans les écoles, notamment dans les associations de jeunesse, partout où il y a des jeunes, dans le fond, de soutenir un débat sur ce que c'est l'information, comment est-ce qu'on travaille avec de l'information, notamment avec des informations qui nous parviennent de manière de plus en plus rapide. Vous savez, aujourd'hui, on doit quasiment faire un choix à chaque information qu'on voit, vrai, pas vrai, quasiment. Et vous aurez remarqué, je vous ai donné 2 informations au départ de mon intervention. Le taux d'attention a chuté, on est passé de 12 à 8 secondes. Et puis la deuxième, c'était l'homme aujourd'hui a la même capacité de concentration qu'un poisson rouge. Est-ce que vous savez si c'est vrai ou pas? Moi non plus. On espère que c'est faux, en tout cas. Alors, autre question, Sandro Catachin. C'est vrai, comment expliquer, dans le fond, c'est la question qu'on posait tout à l'heure, comment expliquer que les fake news se circulent plus rapidement en fait sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce que peut-être qu'elles véhiculent
une part d'émotion plus grande que les vraies informations. Qu'est-ce que vous dites, vous, comme sociologue, puis après, Monsieur Hérault, là-dessus? Il y a tout d'abord un grand besoin de se communautariser aujourd'hui. Donc la réaction à une société dans laquelle les individus étaient seuls a amené une recherche de gens qui te rassurent. Et donc du coup, c'est une création de ces lieux où on communique ensemble qui sont très forts. Sortir de ces lieux, c'est très difficile. Je pense que c'est là un grand moment de travail que nous devons faire, d'intervenir et d'entrer dans ces lieux. Mais ça, c'est certainement un premier élément. On se veut rassurer par quelque chose qu'on croit qu'elle est juste. Et ça se renforce dans ces chambres d'écho que nous connaissons malheureusement très très vite. Par contre, on voit aussi que ces chambres sont très fragiles. Donc nos citoyens qui lient et qui pensent que des choses sont vraies, eh bien, ils peuvent changer très vite aussi d'opinion. Et c'est là où le deuxième élément qui était très important dans la présentation d'Alain Berset est à souligner, c'est-à-dire on a le temps court qui nous choque parce qu'il y a une fake news, mais le jour d'après, on sait que c'est une fake news. Et c'est rare qu'il résiste très longtemps, ces fake news. Donc on a toujours le temps de notre côté. Et ce temps-là est celui qu'on doit travailler dans les institutions par la démocratie, par le débat public, par ce qui est le maintien d'une qualité de l'espace public. Aussi là, je ne sais pas si ce seront les journaux qui feront ça. Je pense que c'est plutôt un espace public relié qu'on a besoin pour demain, c'est-à-dire faire communiquer les différents espaces publics parce qu'ils ont tendance aussi à s'autonomiser et se fermer. Mais ça, c'est un travail qu'on peut effectivement commencer à faire. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible et on doit le faire, on doit intervenir dans ces espaces. Mais comment ? C'est des initiatives différentes. En Allemagne, c'est créé un groupe qui a plus de 100 000 followers déjà sur Facebook qui se sont donné comme mission d'intervenir quand il y a des choses bizarres qui sont dites, quand il y a le vocabulaire qui n'est pas adéquat pour un débat public, le respect qui manque. Et ce qui est très étonnant avec ces exemples-là, si on dit à quelqu'un, mais pourquoi tu dis qu'Angela Merkel, c'est une pute, elle n'a jamais exercé ce métier, non ? Il y a tout de suite une réaction de la part des gens qui disent « Non, mais je ne voulais pas dire ça. » Donc on peut, en confrontant les gens avec leurs propres mots, recréer un débat de respect entre les personnes. Ça, c'est une initiative, mais on a plein d'autres initiatives, effectivement, qui vont dans la direction de casser le huis clos, de relier des gens de nouveau à un autre monde. Ça demande du civisme. Et c'est là où je me suis dit, le dernier sondage qu'on a fait sur l'agir bénévole en Suisse, je me suis dit, ah, tiens, c'est une bonne nouvelle, une grande partie de nos bénévoles aujourd'hui font du Internet volunteering. Donc, ils travaillent sur Internet en créant des informations, en intervenant dans des sites pour des associations, etc. Donc, il y a plein d'idées de comment entrer dans ce monde-là et je pense que c'est ce moment de passage que nous devons supporter maintenant. Mais on ne doit pas le surestimer dans sa force parce que la force démocratique de la parole aujourd'hui est plus forte qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans et surtout qu'il y a 500 ans. Monsieur Hérault, là-dessus, comment contrer les fake news ? Monsieur Katachtine est assez optimiste, finalement. Vous l'êtes moins ? Moi, je ne suis pas pessimiste non plus, parce que je crois qu'à chaque étape de l'histoire de nouvelles découvertes technologiques, il y a eu des moments d'hésitation, des moments de trouble, les gens sont un peu perdus, mais après, la découverte de l'imprimerie, sans doute, ça a perturbé des gens, mais en même temps, c'est un progrès extraordinaire. Donc on peut voir les choses comme ça. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer les menaces qui existent sur nos démocraties et qui ne sont pas liées qu'à des fake news. Il y a aussi ce qui se développe, une sorte de complotisme aussi, de croire à des choses qui nous paraissent absurdes et pour autant, il y a des gens qui croient à ça. Et l'exemple que vous avez cité où Mme Merkel essaie de traiter de pute, c'est aussi l'exemple de dérive aussi de comportement dans nos démocraties. Il y a plutôt une baisse globalement de la violence politique ou de la violence sociale dans nos sociétés. C'est un fait. Il y a des attentats, il y a des choses, mais je veux dire, globalement, nos sociétés sont beaucoup plus pacifiées, moins violentes, moins agressives. Mais on constate qu'à contrario, sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a une forme de compensation et est-ce que c'est une manière de catharsis, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a un défouloir qui est souvent assez effrayant. Alors ça, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Est-ce que
ça finira par se réguler, j'en suis pas totalement certain. Ce que vous avez cité comme exemple de ces jeunes citoyens qui s'engagent et qui veulent jouer les régulateurs d'Internet, c'est bien, c'est positif, ça veut dire que c'est une autre forme d'engagement citoyen. Mais moi, je m'interroge quand même du point de vue des capacités technologiques, c'est-à-dire que là, on peut quand même réfléchir sur tous les acteurs d'Internet, tous les acteurs qui permettent l'utilisation d'Internet, les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir sur leur responsabilisation? Parce que malgré tout, avec le développement des algorithmes, enfin tous les systèmes qui existent maintenant et qui vont exister de plus en plus, l'intelligence artificielle, etc., la menace qu'on soit manipulé par des faux followers n'est pas une réalité marginale. Et ça existe déjà. C'est-à-dire qu'on se dit, mais tiens, sur les réseaux sociaux, c'est incroyable, les gens réagissent comme ça. C'est-à-dire, il y a un courant d'opinion. Puis quand on regarde, on s'aperçoit que c'est des gens qui ont été payés pour pouvoir faire ça. Donc il faut quand même là se poser la question, jusqu'où ça doit aller et quelles sont les responsabilités qu'on peut demander aux opérateurs d'Internet. Monsieur Hérault, vous disiez que Monsieur Katachtine est peut-être plus optimiste que vous. La question que j'ai envie de poser, c'est celle de demander, dans le fond, est-ce que Monsieur Katachtine n'est pas plus optimiste que vous? Parce que tout simplement, on est en Suisse, ici, avec une démocratie qui est très, très plurielle, qui est très active, comme vous le savez. Monsieur Berset, peut-être que vous pouvez répondre à ça. Est-ce que dans le fond, on arriverait en Suisse peut-être mieux à lutter, à contrer les fake news qu'en France, ou que dans un pays où la démocratie directe participative peut-être est moins vive qu'en Suisse, hein? Je fais un petit peu de chauvinisme, mais ça ne fait pas de mal. Je pense qu'un des éléments de réponse, c'est l'intégration sociale. Et c'est vrai que nous avons, avec un pays de 8 millions d'habitants, 8 millions et demi d'habitants, avec une très forte décentralisation, plus de 2500 communes, le rôle des cantons dont je parlais tout à l'heure, nous avons beaucoup de contacts dans la réalité. Et donc, vous savez, moi je me suis souvenu pendant ce débat, quand j'étais enfant, quand j'étais tout jeune, j'avais un oncle très éloigné dans la famille dont on disait, oui mais lui il ne croit pas que l'homme a marché sur la Lune. Il est convaincu que l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune. Fake news. À l'époque, on disait, oui, lui il dit ça, il raconte ça, il n'osait pas trop le dire parce qu'il le faisait à la table du repas le dimanche à midi, puis les autres disaient, mais tu racontes n'importe quoi. Aujourd'hui, quelqu'un qui pense ça, il va trouver sur Internet des personnes qui pensent la même chose et ils vont se renforcer avec cela. Et donc, je pense que l'intégration sociale et les interactions dans la réalité, les interactions réelles, c'est une très bonne réponse. Et avec le fédéralisme que nous avons, nous sommes très, très bien équipés pour cela. Puis le deuxième élément, et là, j'aimerais vraiment rebondir sur ce que disait Monsieur le Premier ministre. Vous savez, pour toutes les multinationales que nous connaissons, et il y en a aussi de nombreuses qui sont nées en Suisse et qui se sont développées ensuite dans le monde entier, se pose à un moment la question de la responsabilité sociale. Je veux dire, si on pense à Nestlé, on a très vite thématisé la question de la responsabilité sociale. On n'a pas encore assez thématisé la question de la responsabilité sociale des grands groupes sur Internet. Facebook est une entreprise très jeune. C'est une entreprise qui a à peine plus d'une dizaine d'années. Et je crois qu'il est temps maintenant qu'on commence à thématiser cette question de la responsabilité sociale de ces grandes entreprises. Je crois qu'elles en sont conscientes d'ailleurs. Il me semble que ce débat commence et je pense que c'est aussi une partie de la réponse. Très bien, merci beaucoup messieurs. Je vous propose maintenant de passer à quelques questions du public. Alors je vais tout d'abord passer la parole à Jérôme Favre, qui est le coordinateur pour la Suisse romande du Forhaus, le forum de politique étrangère. Je ne connais pas... voilà. Jérôme Favre, je vous passe la parole tout d'abord parce que vous avez aidé à la mise sur pied de cet événement et je crois que vous avez une question. Oui, bonsoir. Merci Madame Mamorbachi, Monsieur le Président, Monsieur Alain Berset. Peut-être ouvrir à une question avec un point de vue plus international. On l'a vu dans la campagne électorale américaine que les fake news viennent aussi au-delà de nos frontières. Emmanuel Macron, dans sa loi dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Hérault, a prévu une possibilité et une application pour les fake news venant de l'extérieur, hors des frontières. À titre prévisionnel peut-être, comment la Suisse peut-elle se protéger, et si c'est par une loi, par quel autre moyen pourrait-elle se protéger face à ces fake news venant de l'extérieur, de l'international? Merci. Très brièvement, je crois, et je vais peut-être insister sur ce que je disais déjà tout à l'heure, je ne crois pas que l'on règle ça à la fin de la chaîne. Je ne crois pas du tout, on peut essayer,
peut essayer, ça peut peut-être marcher, j'en sais rien, mais je ne pense pas qu'on règle ça à la fin. On doit régler le problème, j'allais dire, à la source. Et à la source, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un côté peut-être ne pas avoir de sites qui produisent des fake news, mais c'est peut-être aussi de former et de donner les outils à la population pour faire toujours la part des choses. Et vous savez, il était beaucoup question d'émotion et de temps court. Un des problèmes que nous avons dans une campagne électorale, probablement, j'ai observé aussi ce qui se passait aux États-Unis, c'est que souvent ce temps court est aussi celui de la réflexion sur une campagne. Des fois, on a la vérité le lendemain ou une semaine après, mais des fois, le lendemain ou une semaine après, ça peut faire une vraie différence dans un moment où il y a une décision démocratique qui se prend. Et donc là, il faut être extrêmement rapide, mais je pense donner des outils de formation, c'est une bonne chose. Et vous savez, moi, je serais aussi assez optimiste à long terme. Pour tout vous dire, je constate que le comportement que je peux avoir moi avec les informations, comment elles circulent, comment je fais ou comment font les gens de ma génération, n'a déjà plus rien à voir avec ce que font les personnes qui sont de la génération de mes enfants. Et je crois que c'est pour celles et ceux qui sont nés dans ce monde-là, qui n'ont jamais connu autre chose. Parce que moi quand je suis né ou quand je regardais la télévision ou je lisais le journal, c'était la vérité absolue qu'on nous livrait là. Mais c'est encore la vérité. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité sur la TSR uniquement, c'est ça que vous voulez dire. Et aujourd'hui, on a une autre relation, et je pense que pour les nouvelles générations, c'est une toute autre situation, et c'est peut-être plus facile, dans le fond, en ayant toujours été confronté à cela, de faire la part des choses. Alors, je vais vous demander des réponses brèves, messieurs, même si vous êtes bavards et c'est normal. Monsieur, vous voulez poser une question? Je vous propose de regrouper peut-être deux questions, s'il vous plaît, des questions brèves, comme ça vous aurez des réponses brèves. Voilà, alors je vais parler d'un exemple très concret, et je salue la présence de M. Ayrault, puisque très récemment, président Macron, il a interdit de conférences de presse, en tout cas à l'Élysée, de médias venant d'un grand pays de l'Est, pour les avoir accusés de propager des fake news, le concernant surtout durant la campagne. Alors, d'une part, M. Ayrault, quelle est votre réaction au comportement du nouveau président? Et puis, M. Berset, sentez-vous capable de bannir certains médias des conférences de presse du Conseil fédéral pour ces raisons-là, tant suisses qu'étrangers? Merci. Monsieur Ayrault, peut-être une... Moi, je trouve que c'est plutôt une réaction, je ne sais pas si c'est pas une réaction de ce système. Il ne s'agit pas de... Je comprends votre question, c'est-à-dire vous dites jusqu'où ça peut aller. Est-ce que, là, s'il s'agit d'un média étranger qui a effectivement diffusé des fausses informations sciemment, par exemple, M. Macron a-t-il un compte aux Bahamas? Je pense cet exemple. Oui, bon. M. Macron est-il... D'ailleurs, oui, M. Macron est-il homosexuel? Bon. C'est un média, je crois, russe qui avait colporté ça. Bon. Ça a pas eu, même si ça a été colporté, ça n'a pas eu beaucoup d'influence sur les électeurs. Hein. Ça ne les a pas gênés. Donc c'était assez ridicule. Je crois que M. Macron en avait d'ailleurs souri à l'époque. Mais il y avait quand même une volonté de malveillance, à l'évidence. Peut-être dans l'ambiance russe, ça avait un impact, mais en tout cas en France, ça n'en a pas eu. Par contre, il y avait d'autres fausses nouvelles qui ont été colportées. Par exemple, M. Macron avait été soupçonné d'avoir un compte aux Bahamas. Alors, absolument aucune... Tout est contrôlé, les candidats sont contrôlés, la haute autorité doivent déclarer leur patrimoine, etc. Bon, il y a des enquêtes. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a eu des enquêtes en France où il y a eu des ennuis pour un candidat. C'est parce que, justement, il y a une transparence qui n'existait pas avant. Hein. Donc, c'est le cas pour M. Fillon, par exemple. Donc, il y a des garanties pour les citoyens. Mais là, la fausse nouvelle, c'était M. Macron, peut-être un compte aux Bahamas, mais c'est assez logique parce qu'il a été banquier. Donc, vous voyez, à partir de là, il y a toute une construction. Alors, si M. Macron spontanément a dit « Bon, écoutez, tout ce que vous avez raconté, je ne veux plus vous voir dans mes conférences de presse », à la limite, c'est presque un réflexe, je dirais, assez spontané et assez compréhensible. Par contre, je pense qu'en effet, derrière votre question, il y en a une, peut-être qu'elle n'a pas été exprimée, mais en tout cas, moi, je l'exprime. J'ai fait des conférences de presse, moi, dans ma vie politique, vous en faites aussi. Et donc c'est vrai que parfois on a des médias qui ne sont pas toujours agréables à notre égard, qui nous posent des questions embarrassantes. Mais si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pose une question embarrassante et qui vous met en cause, on dit bon écoutez, je ne veux plus vous voir dans les conférences de presse, ça pose un autre problème, c'est le respect du pluralisme de la presse. Donc moi je crois quand même que même si c'est parfois casse-pied, qu'il faut accepter quand même que la presse puisse être pluraliste et puisse vous interpeller, parce que c'est la garantie aussi pour les citoyens
qu'ils puissent avoir confiance. Parce qu'il faut que la presse, les médias... Vous voyez les pays qui essaient Monsieur Hérault, excusez-moi. Non, mais je crois que c'est important ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Pologne, où on veut limiter la liberté de la presse. Alors là, je dis casse-cou, je dis danger. Merci. Un mot, Alain Berset, vous me disiez. Oui, je crois que toutes nos conférences de presse sont diffusées en direct. Il faut pouvoir mener un débat, même s'il est vif, même s'il est parfois brutal. Donc moi, je ne verrais pas tellement au-delà de l'acte symbolique, la nécessité ou la possibilité de fermer l'accès à des conférences de presse. Je crois que ce n'est pas la bonne réponse. Il y avait monsieur. Alors, on va prendre 2 questions, si vous le voulez bien. Si vous pouvez être bref, on vous écoute. Bonsoir à tous, je m'appelle Michael Vidal et je suis étudiant ici au Global Studies Institute. La question est simple, les fake news sont certes inacceptables, on est tous d'accord, mais elles sont aussi le produit de notre liberté d'expression. Dès lors, les combattants ne risquent pas de menacer la liberté d'expression elle-même, c'est-à-dire quels en seraient le garde-fou? Merci. Alors, Sandro Casacin, vous voulez répondre? Je n'ai pas compris. Moi non plus. Qui a compris la question? Alors, je crois que la question, c'était de dire les fake news, si j'ai compris ce que vous avez exprimé, les fake news, c'est l'expression d'une forme de liberté d'expression. Et bon, pour vous donner une réflexion à ce sujet, je pense qu'avec ça, on peut tout légitimer. On peut tout légitimer parce qu'on pourra toujours expliquer que quelque action que ce soit pourrait être un happening culturel ou un événement. Et je pense qu'il y a une limite à poser parce on parle de démocratie. Alors ça dépend du cadre. Si une fake news, elle est affichée dans le cadre d'une exposition culturelle et qu'elle est par définition identifiable comme telle, très bien, c'est un acte culturel. Si par contre ce que vous dites doit permettre de mentir dans des débats de manière consciente ou de diffuser de fausses informations, par exemple pour agiter des émotions dans un sens ou dans un autre, alors là ça devient peut-être une forme d'expression culturelle, mais en parallèle on doit y mettre une limite parce que ça devient aussi un problème et un danger pour la démocratie. Madame, une question brève s'il vous plaît. Oui, alors avec l'entrée dans la vie civique des jeunes qui ont grandi avec les réseaux sociaux numériques, comment avez-vous prévu d'utiliser plus ces réseaux sociaux ou de manière différente pour essayer de pallier à ces fake news? C'est une question à M. Berset. Oui. Bon, moi, j'ai toujours eu un intérêt naturellement pour les réseaux sociaux. Je suis présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et très puis, actif, hein? Oui, très actif, je ne sais pas. C'est vous qui êtes actif sur les réseaux sociaux? Alors, c'est clairement mon équipe qui est active sur Facebook et c'est moi... Attendez, non, je suis très transparent. Et c'est moi qui suis actif sur Twitter et sur Instagram. Et c'est d'ailleurs déclaré comme tel. Donc, le compte Facebook est un compte dans lequel on diffuse des informations qui concernent mon activité politique. Je suis évidemment très près ce qui se passe, mais ce n'est pas moi qui publie les informations. Sur les autres comptes, c'est le cas. Mais c'est vrai que j'utilise un peu ces outils un peu comme un vieux, quoi. C'est-à-dire que je considère que c'est quelque chose pour diffuser de l'information et pas vraiment pour entrer en interaction. Donc là, quand je vois mes enfants ou les générations plus jeunes, je fais vraiment figure de Mathusalem. Alors, d'autres questions. On va passer à d'autres questions dans la salle. Monsieur, au deuxième rang. Voilà, on va essayer d'être bref parce que je dois vous avouer qu'il nous reste quelques minutes. Donc, si vous avez des questions brèves, on aura des réponses brèves aussi. J'ai eu le très grand honneur ce lundi dernier d'assister à la conférence de M. Steve Bannon à Zurich. J'ai eu pour la première fois de ma vie vraiment peur. Il s'agit d'une révolution en marche. Le petit peuple lutte contre le savoir, contre ceux qui sont corrompus. Je me suis vraiment senti comme en 1935 en Allemagne, bien que je n'étais pas né, mais comme à Paris en 68, et là j'avais 17 ans. La chance de la France, c'est qu'en 68, il y avait un contre-pouvoir. En 1939, il n'y en avait pas vraiment. Et ma question à vous, Monsieur le Président Berset, c'est: je veux bien croire que l'éducation a un certain pouvoir, mais je doute que ça suffise. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire, comme aux États-Unis, ce qu'ils appellent des check and balances, d'avoir non seulement le pouvoir partagé, mais vraiment bétonné?
En Suisse, nous n'avons pas de cour constitutionnelle et le pouvoir repose en fait sur le bon vouloir des citoyens. Il est facile de manœuvrer une minorité qui devient majorité par accident. Merci. Alain Berset, alors une réponse brève. Je pense que c'est clairement un risque, mais je pense en même temps que précisément avec un débat constant, pas seulement un débat démocratique tous les 5 ou tous les 10 ans, mais un débat constant, et il est permanent chez nous, on a une des clés. C'est peut-être pas la seule, j'entends bien ce que vous exprimez, mais je pense qu'on a une des clés. Ensuite, il faut aussi regarder l'histoire sur une perspective très longue. Il y a, parce qu'on a tout le temps tendance à regarder une génération ou deux, si on regarde sur plusieurs centaines d'années, ou peut-être même plusieurs millénaires, l'histoire a fait des bonds, des fois en avant, des fois peut-être en arrière, il y a des respirations qui ne sont pas toujours celles que l'on souhaiterait, et la seule question qui se pose, je pense, à ce stade-là, c'est pas tellement de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est comment est-ce qu'on réagit. Est-ce qu'il y a une capacité collective, est-ce qu'il y a une intelligence collective qui permet, dans les moments déterminants, peut-être en passant par des moments très difficiles, de retrouver un équilibre qui soit favorable, dans le fond, pour le développement global de l'humanité, si on peut le dire comme ça. Et ça, moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je n'ai pas non plus l'impression que l'on peut simplement, par exemple, avec la création d'une cour constitutionnelle dans notre pays, qu'on résoudrait le problème. La cour constitutionnelle, telle que je la vois, poserait une vraie difficulté par rapport à la démocratie directe. C'est un débat qui existe, hein, d'ailleurs, c'est un débat important, il existe, parce qu'on donnerait dans le fond la possibilité à un tribunal de décider comment il interprète les décisions populaires, ce qui en soi est un peu problématique. Je pense que le système qu'on a, il est très balancé, peut-être presque trop. Il est tellement balancé qu'on n'a pas le balancier en fait. On a un équilibre complet tout le temps qui peut parfois s'apparaître à quelque chose d'un peu sclérosant, mais d'un autre côté aussi d'une extrême stabilité. Merci, merci à vous tous. Malheureusement, on va devoir conclure ce podium, cette manifestation. J'en suis désolée, mais voilà, c'est l'ordre qu'on m'a donné. Moi, j'aimerais bien continuer. Donc voilà, je vous propose d'applaudir les personnes qui étaient avec nous. Un grand merci en tout cas à vous tous qui êtes venus ce soir. Encore désolé pour toutes les frustrations qu'on a pu créer. Mais enfin, le débat continue. Il y aura probablement d'autres occasions de revenir sur cette thématique importante des fake news. Excellente soirée à vous tous et excellent week-end.